Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bien, bonjour à vous tous. Nous allons revenir en démarrant cette séance de cet après-midi. Ce matin, nous parlions sur ce besoin. Oui, nous allons commencer, en effet. Si vous pouvez fermer les portes, s'il vous plaît. Nous parlions ce matin du besoin de changer les regards, de ne pas créer ces murs de séparation et le besoin donc de préserver une pensée libre, une réflexion que d'une certaine manière nous avons offert à nos représentants qui seraient donc effectivement Laura Munoz. Eh bien, bonsoir à vous tous, enfin, bonsoir ou rebonjour. Pour moi, une année de plus, c'est un privilège que d'être ici, que l'on m'offre la parole dans un festival aussi important, comme dit toujours effectivement Sandra, un acte de micro-résistance dans lequel on est tous engagés. Et ce que nous devons faire à présent, la table ronde qui vient dire justement le cas de Ni peur ni haine, j'ai immédiatement pensé sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, et comment le portable, au point où on habite carrément avec lui constamment, est en train de provoquer cela. Et nous sommes sortis d'une pandémie très proche à la peste de Camus, et nous allons parler effectivement de l'état des lieux. Et pourquoi ni peur ni haine, et combien la conscience collective peut être faire un exercice de doctrine, et comment à travers les réseaux et cette vie virtuelle, et je pensais aujourd'hui qu'aurait dit Camus de tout cela, de combien il y a un système de contrôle qui est exercé à travers les réseaux, et aussi l'occasion de raconter des choses. Il y a des mouvements tels que le MeToo, avec qui n'aurait pas pu être possible tout ce réseau de soutien si ce n'est par le biais de ces réseaux sociaux. Donc il y a toujours cette ambivalence très camusienne. D'une part, cet énorme de potentiel, mais aussi évidemment le potentiel pervers qui est une abstraction, et comme tel, pour Camus, ce serait quelque chose de douteux, n'est-ce pas, et terrible. Eh bien, automatiquement, avec cette ni peur ni haine, est apparu donc ce monde des réseaux sociaux. Et comme créatrice, j'aime bien revenir à cet état des lieux où l'on trouve aussi la phrase complète. Cette œuvre avait été pensée par le directeur Borrolt, l'état de siège, et qui voulait, lui, monter un spectacle autour de la peste et surtout se baser sur le livre de Daniel Defoe, le journal de la peste, qui croyait être la chose la plus simple. Et quand on lui a dit, écoute, pourrais-tu participer, on lui avait demandé à Camus, et lui, précisément, je suis en train d'écrire un livre sur cela et je ne crois pas qu'il sera bon d'intervenir, je vais faire quelque chose de différent. Et c'est là où il construit cet état de siège, et je vous invite à lire la préface qui est un espace expérimentaire. Parce que lui, là, il utilise toutes les ressources possibles et lui le défend comme effectivement une expérience formelle où et il va parler de totalitarisme, et où apparaît ce personnage qui est Diego, qui dit cette phrase que je vais citer. Mais l'année où cela est apparu, en 1948, est une année très importante, non seulement où il découvre Simone Veil, mais aussi, il avait 35 ans à ce moment-là, il avait déjà publié La peste en 1947, et où il est rentré dans ce mouvement libertaire, et il a commencé à écrire des articles, et il me semble qu'il s'est directement éloigné de ce schéma parisien, n'est-ce pas? Il a rompu complètement comme homme libre qu'il avait été depuis le début, mais il y a un moment effectivement de rupture et qui me semble coïncider
pleinement avec le lancement de l'état de siège. La phrase complète, dite par ni peur ni haine, dite par Diego, qui est le condamné, et qui finalement il décide de se sacrifier pour Victor. Et la phrase complète, c'est ni peur ni haine, c'est là notre triomphe. Et cette phrase de Camus ne parle pas seulement de la situation du statu quo, c'est-à-dire une situation où le gouverneur dit que il n'y a rien de bon dans le nouveau, et donc il défend le conservadurisme. Apparaît une comète et il dit que celui-ci n'existe pas. Évidemment, les gens commencent à mourir et il dit que cette maladie n'existe pas, quelque chose qui essaie donc de nous dicter exactement ce qu'il faut faire. On le voit dans les fake news et qui nous éloignent du réel. Et donc ce n'est pas seulement une rupture avec le status quo, mais également avec toute autre organisation, à mon avis, qui supprime la liberté individuelle. Camus était contraire aux idéologies et aux abstractions. Aujourd'hui, pratiquement, nous vivons dans une abstraction constante et terrorifique. Et je voudrais commencer par là, et avec ma conversation avec Antonio, et j'espère que là on aura de quoi parler, et comme créateurs que nous sommes, on pourra même intervenir par le biais de l'œuvre de Camus. Moi, je me sens personnellement très camusienne, dans le sens où Camus traitait les mythes pour parler de l'homme, la femme, l'humanité, l'être humain, quoi, hors de tout autre système, mais toujours tenté par celui-là. Moi, dans mon œuvre, j'utilise les clichés avec lesquels on se reconnaît tous, mais j'isole complètement l'individu alors du monde. Je vois le monde comme une espèce de mécanisme qui essaye d'avaler l'individu et qui n'y parvient pas. Pour moi, l'être humain est toujours si énorme qu'il est impossible que le système puisse l'avaler. Mais je voudrais te demander, Antonio, que représente pour toi cet aspect rebelle de Camus aujourd'hui, où nous vivons par autant de mondes qui nous interpellent et qui essaient de nous voler d'une certaine manière aussi? La conscience, on parlait avant, Miguel Ángel, de l'accélération du présent. Moi, je crois que l'accélération, il y a aussi une fuite vers la non-pensée. Et je pense que c'est quelque chose que nous devrions peut-être, nous, en termes que créateurs, de nous arrêter et d'y réfléchir tout le temps, n'est-ce pas? Bonjour, merci Laura. Avant tout, je tiens à dire que je suis vraiment ravie. Tu as déjà une expérience, mais ce matin, j'ai entendu énormément de choses, je me suis émue, j'ai entendu des choses qui m'ont ouvert les yeux. Ce matin, quelqu'un se posait la question, se demandait quel est le résultat, quels sont les effets de l'art. Et si l'on parle de Camus ou de mon cas personnel, en fait, on écrit dans cette solitude dont il parlait, et le temps passe, et ce que tu as écrit peut arriver, peut toucher de personnes qui sont nées suite à ton décès ou qui sont nées avant ton décès, comme c'est mon cas. Alors, ceci a un effet sur toi. C'est-à-dire que cette idée un peu tourmentée de se demander qu'est-ce que l'art peut faire, l'art change le monde, tel que Auden nous disait. Il nous disait la poésie ne permet pas que les choses se passent. Oui, elle permet que les choses se passent. Moi, quand j'ai eu 15, 16, 17 ans et que j'ai commencé à m'ouvrir à la conscience politique contre-franquiste et donc la conscience démocratique, lire Camus est une leçon. D'abord, cela, il te confirmait dans cette idée, dans cet élan de révolte et de se montrer à part du système établi. Mais il t'apportait autre chose.
il a porté une révolte beaucoup plus profonde, pas contre l'ennemi, cet ennemi qui était évident, cet adversaire qui était évident et que l'on pouvait voir, mais aussi contre les dangers et contre d'autres adversaires que tu ne soupçonnais pas. À l'époque, il y avait quelque chose qui existait au moment de Camus et au moment où j'étais étudiant universitaire et que l'on retrouve maintenant et qui est la coaction de ce qui ne peut pas être discuté. C'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être discuté. À l'époque de Camus, on disait que l'on ne pouvait pas en discuter parce que cela faisait partie de la loi de l'histoire. Quand Camus affronte Sartre, il renonce donc à l'estalinisme. Et alors, la réponse était, c'est la loi de l'histoire, qu'est-ce que tu vas en faire? Actuellement, il nous raconte que l'intelligence artificielle, viennent des lois. Non, ce sont des options politiques et des options commerciales d'entreprises d'un grand poids. Donc, étant adolescent, j'étais jeune, je me suis rendu compte qu'il y avait des formes de révolte où je ne me reconnaissais pas avec des gens avec lesquels j'étais soi-disant d'accord. Par exemple, moi, quand j'étais à l'université, j'aimais lire Borges, j'aimais lire Proust. Et des collègues à moi, des collègues auxquels je m'identifiais dans ma lutte contre le franquisme, ils me disaient, mais Borges, c'est un fasciste, et Proust, c'est décadent, qu'est-ce que tu y trouves? Alors, car l'idée de la littérature que nous avions, que nous devions avoir à l'époque, était une littérature qui devait être une littérature engagée d'un point de vue politique, évidemment engagée, ou sinon c'était une littérature tout à fait expérimentale, ce qui est tout à fait contraire et paradoxal. Donc tu sentais dans ton sens que même essayant d'être d'accord, tu ne pouvais pas être d'accord. Appartenir à la gauche, et moi j'appartenais, je continuais à appartenir, alors qu'au nom de la gauche, il fallait accepter des choses qui étaient inacceptables. Et au nom d'idées comme c'est la justice, l'égalité, au nom de ces idées qui sont tout à fait louables. Donc cet esprit critique, cette révolte interne qui n'était pas confortable, car à la fin me mettait contre des gens avec lesquels je devais être ou je supposais être d'accord. Donc cette révolte personnelle, cette revendication de la liberté d'esprit, une liberté le plus radicale, la liberté pas contre l'adversaire, mais contre le fait de ne pas être d'accord ou de ne pas te mettre du côté de ceux qui étaient d'accord ou avec lesquels tu étais d'accord. Donc tu disais non, je revendique mon droit à être seul, à dire non, je revendique mon droit à défendre la justice et en même temps à ne pas accepter qu'au nom de la justice, on puisse finir avec la liberté des personnes. Cette révolte, à l'époque de Camus, cela lui a coûté la vie et la santé. Quand tu lis dans les cahiers son état d'âme, quand il a reçu le prix Nobel, c'est terrorifique. Il était anéanti. Et alors, quand tu sens son angoisse par rapport à la réalité de l'Algérie, là, il y a quelque chose de vraiment très tragique. Et cette solitude, c'est la solitude d'une conscience libre. Cette solitude de conscience libre, il faut la revendiquer, car actuellement, il y a des choses qui n'existaient pas au préalable. Il y a des formes de soumission, des formes de contraindre qui étaient beaucoup plus importantes. Donc, on ne peut pas aller contre certaines choses. Tu dois défendre ton droit à ton indépendance et à ta solitude. Moi, je croyais que l'idée des peurs et peut penser, moi, je le voyais en me regardant, moi, ça peut devenir ni peur, ni à cet environnement hostile qui va surgir au moment où tu vas te prononcer et où tu vas dire quelque chose qui n'est pas attendu par les autres. Donc là, l'écrivain
Alors, à soi-même, à son expérience, à ses propres lectures, son vécu et la manière que tu as de t'éloigner de la masse. La masse, à jour d'aujourd'hui, est une masse polarisée, elle est agressive. Et j'ai le sentiment qu'il y a de petites bulles des masses, il y a des grandes marées, des courants, et que c'est très difficile, surtout car il n'y a pas actuellement d'aucun sentiment physique de l'intellectuel ou de quelqu'un qui puisse donc s'exprimer plus fort au milieu de toutes ces voix. L'idée que quand je lis Camus, je me rends compte qu'il abrite énormément des voix, et quand j'écris ou quand Antonio écrit, ce qu'on essaye notamment de contenir ces voix le plus possible. Le fait que les réseaux sociaux donnent la parole à des choses qui existent et à des choses qui n'existaient pas, parce que parfois c'est des algorithmes, ce sont des choses qui dépendent du système, c'est comme un brouillard qui cache tout, rendre impossible que élever la voix. Parce que, non seulement parce qu'en fait tu vas être critiqué à une échelle virtuelle, car actuellement il n'y a rien de physique, mais parce que au milieu de cette nuage de voix, tu ne peux pas te faire entendre. Tout à l'heure, les collègues nous disaient qu'au moment où Camus donc exerce en tant qu'intellectuel, qu'il écrit et qu'il publie donc des articles, donc tout le monde regarde la presse. Aujourd'hui, les gens donc se réfèrent plutôt à la presse. Antonio et moi, nous écrivons et nous nous rendons compte que quelque part, ces médias, cette presse a un impact qui est de plus en plus, de moins en moins important, mais et si cette presse-là peut avoir un impact, c'est parmi notre génération. Mais si l'on souhaite réveiller des consciences en tant qu'écrivain, c'est de plus en plus difficile de le faire en passant par la presse. Camus était seul, mais un intellectuel, quelqu'un d'aujourd'hui qui essaye de réveiller des consciences est encore plus seul, car il n'a pas un milieu, un moyen pour pouvoir se communiquer. Je ne sais pas si tu le sens comme ça. Vous sentez aussi que cette solitude a toujours été très puissante et que toujours, je me rappelle par exemple, dans les années 90, avant l'Internet, etc., dans certains cas, j'écrivais avec beaucoup plus d'audace, il me semble, et parfois sur des choses pas confortables où je savais que j'étais en train de me risquer, n'est-ce pas? Mais la force de la haine n'était pas inférieure, car en tout cas, on ne savait pas qu'il y avait quelque chose d'autre qui avait arrivé. Mais je peux vous assurer que l'un pouvait se sentir si persécuté et si seul que l'on peut être maintenant. Ça s'est passé dans certains cas. Et aussi, il me semble que sans peur et sans haine, il ne s'agit pas qu'on n'ait pas peur. Parce que le peur, bien sûr qu'on a peur. Tout simplement que tout en ayant peur et en sachant qu'il y a des risques, à partir de cette peur qui pourrait nous amener à dire « je vais le laisser de côté », je vais quand même me surmonter et je vais dire ce que je pense. Et la haine, mais bien sûr, vous avez toujours la tentation de la haine. Qui ne l'a pas, qui n'a pas été poursuivi ou n'a pas senti cette sensation. Mais il faut se surmonter. Et moi, d'une certaine manière, la manière dans laquelle je me permets d'être libre, c'est de penser dans les personnes que j'admire, qui ont travaillé dans des moments bien plus difficiles que les nôtres. Je pense, par exemple, j'ai un de mes héros qui est Montaigne, pardon. Et Montaigne est en train d'inventer l'ironie moderne, la tolérance et tout cela. Il est en train de l'inventer au milieu de la guerre de religion en France. Donc Montaigne n'est pas ce personnage qu'on imagine qui est dans son château avec la bibliothèque derrière. Non, carrément, le château est entouré de bandes de criminels qui vont essayer de le tuer au nom du protestantisme ou du catholicisme. Donc Montaigne va
construire la liberté de conscience au milieu, non pas de la liberté, mais au milieu de l'intolérance et la persécution. Un autre personnage fondamental, c'est Edith Mickenson. C'est une femme qui semble la moins participante dans ce monde, mais cette femme est dans son petit village, Amster, et du coup, elle écrit un poème qui dit « D'autres célèbrent le samedi en allant à l'église, et moi, je le célèbre en restant chez moi. » Donc, on parle bien d'une communauté ultra-religieuse où elle se trouve, où les gens, et elle dit littéralement, voilà, voilà, c'est exactement les phrases que je viens de citer. Donc, quelle déclaration aussi simple où elle pense directement aussi à Vassili Grossman ou Anna Matovand. Et tous ces gens-là ont exercé précisément cette liberté, mais dans des conditions affreuses. Et je pensais auparavant d'un modèle de Camus qui est Simone Weil. Eh bien, cette femme, si bizarre, n'est-ce pas, si impossible de classer, si irritante parfois même pour ceux qui l'aiment comme moi, eh bien, cette femme est en train d'écrire un manifeste qui s'appelle L'Enracinement et qu'elle écrit en pleine guerre mondiale, qui est un projet qu'on lui avait demandé d'imaginer la France après la libération. Et c'est un projet d'une profondeur, d'un radicalisme. Eh bien, nous, on ne peut pas se plaindre, sincèrement. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que nous allons souffrir, certainement. Et nous avons droit à nous sentir la blessure et vouloir s'en défendre. Mais nous devons savoir que d'autres ont souffert bien plus que nous. Et que nous-mêmes, ce que nous devons faire, c'est faire ce que l'on doit faire. Et la manière dans laquelle nous la faisons, parce que c'est ce que nous savons faire. Et Camus aussi, il disait que chacun fasse son métier, n'est-ce pas? Chacun fasse son métier, comme il disait. Donc, on peut tous déclarer que les mots sont gratuits et on peut se déclarer eh bien, partisan de n'importe quelle utopie ou justice. Il lui dit non, soyons concrets, faisons des choses concrètes. Et moi, je crois que là, c'est une leçon. Moi, j'ai beaucoup appris de lui et de Orwell aussi et de Simone Weil. Moi, je vais d'abord vous dire que avant de se déplacer en Suède pour prendre le prix Nobel, j'ai su qu'il avait été visiter les parents de Simone Weil et il avait demandé de visiter sa chambre comme si c'était un endroit sacré, car véritablement, il a eu très peur quand il a été chercher le prix Nobel parce que tout était très hostile en France. Et il n'y a rien, au fond, comme écrivain, que d'avoir peur aussi de ses propres collègues, ses amis écrivains, que tout d'un coup découvrir qu'ils ne sont pas acceptés. Celle que dit toujours Alexandre Sama, on écrit pour appartenir, on sait où on est, mais aussi quand cet endroit qui, effectivement, vous aime autant, vous tourne le dos, c'est terrible et c'est incroyable, sans doute. Mais pas l'idée, mais je veux dire, pas, comment dirais-je, les écrivains comme le métier, comme... Non, c'est finalement ceux qui, d'une certaine manière, se sont lancés dans cette prouesse et qu'il semble qu'ils voient qu'ils ont un débouché. Mais aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la culture, les circonstances de la culture, la littérature, n'est-ce pas? Le problème, c'est que partager la littérature ou la culture ne vous garantit absolument rien. C'est-à-dire, à nous croyons que l'éducation et la culture, en effet, nous rend mieux, de meilleures personnes, mais pas toujours. Et c'est pourquoi nous devons avoir une attitude critique très puissante. On n'est pas plus près avec quelqu'un parce qu'il semblerait qu'on partage avec lui cet amour à l'égard de la littérature. Et aussi ne peuvent pas être plus noble quelqu'un qui a une grande culture. Imaginez le nombre de scélérats qui ont eu une merveilleuse culture.
C'est-à-dire que quand nous réfléchissons sur la question du fanatisme idéologique, il semblerait que le fanatisme idéologique est associé à l'ignorance. Mais ce n'est pas vrai. Le soi-disant, le grand philosophe et tous les systèmes philosophiques me provoquent la même chose. Moi, j'ai toujours une énorme méfiance à leur égard, car l'une des têtes les plus intelligentes du siècle, c'était celui de Heidegger, qui parlait de la beauté des mains du Führer. Heidegger avait dit à Hannah Heidegger, « Mais avez-vous vu ces mains de ce leader ?» Et c'est Heidegger qui était la personne la plus intelligente. Donc, si vous voyez ces grands bonnets des SS n'étaient pas ignorants. Mengele, par exemple, aimait beaucoup Schubert. Donc, c'est vous dire, la triste réalité, c'est que la culture ne nous garantit rien du tout. C'est pourquoi des personnes telles que Orwell ou Simone Weil, ce qu'ils sont toujours en train d'exiger, c'est chercher le concret, l'ancrage dans le concret. Il y a beaucoup de personnes dans les années 30 avaient lancé des théories sur la classe ouvrière, sur la liberté de la classe ouvrière, et la seule qui a visité une usine, c'est Simone Weil. Et dans tous les affrontements entre Camus et l'élite littéraire de la gauche officielle française, il y a toujours un élément, et on en a parlé, un élément qui n'a pas été cité, c'est celui de la classe. Et lui n'appartient pas à la bourgeoisie. Camus est véritablement un métèque. Et en plus, il a passé par la résistance, mais de vrai. Tandis que d'autres, eh bien, disons qu'ils ont lancé des théories, n'est-ce pas? Et d'autres que lors de la libération de Paris, ils se trouvaient à la plage, en vacances. Et après, ils doivent cacher les traits et les pistes. Et ces facteurs concrets, eh bien, pourquoi? Parce que sinon, on se perd quelque peu. J'insiste, les mots servent pour tout. Mais la seule chose dont vous pouvez faire confiance, c'est ce qui est concret. Pas ce qu'il dit, ce qu'il fait. Quelque chose de réel. C'est pourquoi des mouvements tels que l'écologisme et le féminisme nous ont permis de découvrir cela, parce que le féminisme et l'écologie ont de commun qu'ils impliquent la vie au quotidien. Si vous êtes écologiste en abstrait, ben non. C'est tout à fait une attitude réelle. Et avec le féminisme, c'est la même chose. Moi, je proviens d'une génération qui est une génération, eh bien, avec beaucoup de déclarations théoriques, avec beaucoup de radicalisme, mais gratuit. Très radicaux au verbal, oui, mais au moment de la vérité, eh bien, déjà, ils avaient un trait différent avec les femmes où ils se portaient mal avec certaines personnes, un employé. Donc, je crois que c'est fondamental que l'on s'applique au concret, à voir effectivement comment chacun est véritablement, comment il agit dans un bistrot même. Quand vous sortez d'une chambre d'hôtel, est-ce que vous la laissez complètement défaite pour que la personne qui vous suive fasse toute la besogne? Eh bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui s'occupent de ces professions délirantes, comme je disais. On a toujours cette peur, n'est-ce pas, de ne pas faire attention, d'oublier que le monde est là, derrière nous, et que de la pratique à la théorie, devrait être la même chose, n'est-ce pas? Quand on parlait de Orwell, moi j'avais noté que véritablement Camus pouvait se sentir seul, mais il y a des écrivains qui véritablement, eh bien, qui sentent cette fraternité avec d'autres que vous auriez même voulu connaître, parce que vous avez le sentiment qu'ils pensaient très semblable à vous-même. Eh bien, Camus n'a pas pu connaître Orson Welles, et quand il est mort, il lui a écrit une carte à Maria Casares et il lui avait dit: mauvaise nouvelle,
Orwell est mort. Je ne le connaissais pas. Un écrivain anglais avec beaucoup de talent, avec exactement la même expérience que moi-même, bien que 10 ans plus vieux, et les mêmes idées. Ça avait été l'un des rares personnes avec lesquelles je partageais des choses. Les deux, ils se comprenaient la mentalité totalitaire et que cette mentalité totalitaire exige que vous acceptiez que la vérité provient de l'idéologie. Et aussi, donc, directement, la raison de pourquoi il va sur le concret. Je sais que l'idée d'Orwell, comme est ce personnage qui a été fondamental, je crois que tu sens aussi beaucoup de passion à l'égard d'Orwell. Oui, oui, parce que nous avons une certaine difficulté à calculer combien il avait été difficile pendant un certain temps que l'on puisse accepter des choses qui pour nous aujourd'hui sont évidentes. Orwell dit quelque chose, il disait l'erreur de la gauche des années 30, ça avait été de croire qu'on pouvait être antifasciste sans être antitotalitaire. Et c'est là, je crois, que eux, ils se trouvent tout seuls quand ils disent ça. Parce que, et aussi, il y a quelque chose qui est l'antifascisme cache, je dis bien, et cache tout. L'antifascisme, eh bien, cache beaucoup de choses. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on commence à recevoir des informations et des témoignages des goulags et de ce qui se passait dans l'Union soviétique. Il y a un blocage de toute la gauche, je dis bien, tristement, toute la gauche, pour ignorer cela, ces témoignages. Quand Buber-Niemann arrive en France et publie son livre, ou son témoignage plutôt, Margaret, d'avoir été d'abord passée par un goulag, puis ensuite à Ravensbrück. Et l'appel s'appelle « Prisonnière de Hitler et de Staline ». Et cela a lieu parce qu'au nom de la justice et de l'égalité, il faut cacher qui est la massacre de ce que font précisément, et ce que d'ailleurs Camus et Orwell et Simone Veil également, ce qu'ils disent, c'est qu'on ne peut pas tuer un être humain au nom d'une liberté, que de sacrifier des millions de vies au nom de la justice. Il n'obtient ni la justice ni rien du tout. Il ne fait que favoriser le crime. Et cela, regardez, en Espagne, la culture antifranchiste était une culture où effectivement le Parti communiste eh bien, avait le poids le plus important. Et ceux qui provenaient de cette culture, nous avions des préjugés très sérieux. Et je me rappelle, en 1977, déjà mort Franco, quand est arrivé Solzhenitsyn, un écrivain très important et très valorisé, déjà mort. Un Espagnol avait écrit dans le quotidien El País qui disait que le grand défaut de l'Union soviétique était de permettre que puissent sortir de prison des personnages comme celui-ci. Et ça, c'était pas comme ça. C'est-à-dire qu'au nom d'une cause qui était la plus noble, qui est celle de la liberté et la justice aux gens, on ne les a pas pourchassés, mais aussi on les a silenciés. Et pourquoi? Parce que cela est inconfortable pour vous. Que quelqu'un tue au nom de la supériorité aryenne, c'est logique. Mais que quelqu'un tue au nom de la liberté, de l'égalité, de la justice sociale, eh bien, à moins que, comme vous disiez, l'idéologie permette que cela semble être un besoin de l'histoire. Objectif, donc. Hier, on parlait également des carnets comme des lieux où Camus était bien plus libre d'une certaine manière, n'est-ce pas? Vous vouliez lire une partie concrète. Je ne l'ai pas trouvé. Ah, oui, il y avait eu une citation de Tchekhov. Oui, c'est une citation où il copie d'une lettre de Tchekhov. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Où il dit... Tchekhov, le corps humain,
voilà ce qui m'importe, la santé du corps humain, dit-il, qu'il n'y ait pas de douleur, qu'il n'y ait pas de souffrance, la liberté de ce corps, de cet être concret, c'est ce qui m'intéresse, dit-il. Et cela m'amène à un autre personnage qui appartient aussi à cette famille que vous citiez de reconnaissance, qui est Vassili Grossman, en Vie et Stigma, où il dit, un personnage, je crois uniquement en la démocratie de Chekhov. Et la démocratie de Chekhov qui consiste à dire qu'un être humain est sacré. Donc, face à l'existence de cet être humain, concrètement, là, eh bien, s'arrête tout. Il faut supprimer, bon, s'il faut tuer seulement 100 000 personnes pour que ces 60 millions soient à l'aise, bien, n'est-ce pas? Ben non, non. En premier lieu, d'abord, ils ne vont pas être bien, ces 60 millions. Donc, c'est cette manière irréductible, n'est-ce pas? Aux êtres humains, c'est ce qu'il disait, on ne peut les détruire au nom de rien. Bien. Oui, dans les justes, hier que nous avons pu voir cette lecture dramatisée, c'est précisément à cause de ça, si on tue le duc ou non, mais devant les enfants, je ne sais pas si aujourd'hui, et j'aborde un peu cette idée de cette phrase « ni peur ni haine, voilà notre triomphe », ou notre victoire. Je ne sais pas si aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et le monde que nous observons, moi j'ai toujours le sentiment que ce n'est pas facile d'abord de lever la voix. Et vous-même, comme écrivain, croyez-vous, comme auteur, j'ai ce sentiment que la seule façon de résister, ça continue à être la résistance plus ou moins intime, et que surtout cela a un sens à travers des livres qui finalement c'est ce qui va rester, parce que les polémiques auparavant pouvaient être bien plus longues, parce que les articles étaient bien plus violents, ça durait plus longtemps que mais maintenant tout semble durer à peine 48 heures. L'accélération avec laquelle nous vivons aussi fait en sorte que la capacité de penser soit véritablement minime, et que véritablement la seule chose qui peut avoir un peu plus de temps ou durer dans le temps et qui nous permette d'expliquer ce que l'on souhaite raconter comme créateur ou ce que nous sentons, car finalement la création c'est une façon d'expliquer le monde, de le comprendre et d'essayer de l'améliorer d'une certaine manière. Eh bien c'est bien à travers les livres, n'est-ce pas? Donc de l'œuvre narrative. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, parce que pour autant d'articles que l'on écrive, c'est vrai que les articles, d'une certaine manière aussi, eh bien, génèrent beaucoup de pensées, mais normalement, les livres, c'est bon, c'est comme l'état du siège, ça peut être quelque chose d'épatant et qui va pouvoir arrêter le monde pendant un certain temps, il va vous permettre de réfléchir hors de tout le contexte dans lequel vous vivez. Voilà un peu ce que moi, en termes de créateur, c'est ce qui me fascine de Camus. Il a été si moderne comme Kafka que jamais il va vieillir. Le fait que de réfléchir sur l'être humain au-delà des nationalités, pour autant qu'il parle, par exemple ici, toute l'œuvre eh bien, a lieu à Cadix, mais pour autant qu'il parle de choses concrètes, il parle de l'être humain. Et je crois que cela va demeurer pour toujours. Et moi, comme créatrice, j'ai un peu cette ambition que ce que je peux faire soit surtout centré, axé sur les possibilités de l'être humain, plutôt que dans le contexte. Je suis tout à fait d'accord avec cela, parce que c'est quelque chose que nous faisons avec ce que nous avons de mieux. Et ce que nous faisons, quand nous créons une œuvre d'art ou littéraire, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que nous le contrôlons uniquement que partiellement, c'est-à-dire que notre conscience n'est pas l'élément principal de l'écriture, car vous vivrez aussi cela, qu'il y a une certaine partie
d'abandon et de découverte aussi. Et se permettre que puisse sortir ce que vous ne contrôlez pas, c'est-à-dire le fait de ne pas contrôler l'œuvre d'art doit être libre, mais elle doit être libre du monde extérieur, mais également libre des propres idées de l'auteur. J'ai lu quelque chose que disait Fernando Pessoa, il disait « Toutes nos opinions proviennent d'autres » ou sont issues d'autres. Normalement, nos opinions sont banales. Ce que nous disons, je veux dire que l'intelligence est inégale. On peut être très intelligent sur quelque chose et complètement imbécile sur le reste. On n'arrête pas d'être vulgaire et on se répète. Et c'est pourquoi l'œuvre a une résonance et une signification que parfois l'auteur méconnaît. Et cela a été dit par Marx de Balzac, que Balzac, qui était un monarchiste et un légitimiste, tous les romans de Balzac révèlent le contraire de ce qu'il défend, les propres idées de Balzac. Il montre le triomphe de la bourgeoisie, l'arrivée du nouveau monde. C'est pourquoi il me semble que la valeur de cette œuvre, c'est qu'il exerce cette liberté intime qui devrait faire partie de la vie de n'importe qui. Tout le monde a besoin de cette liberté intime, de souhaiter, d'imaginer et de le faire. Ce matin, on en a parlé aussi, de cette fraternité, du fait de partager. Moi, je crois que pendant la pandémie, moi-même, je pensais que parmi les 3 mots de la Révolution française, la première, la liberté et l'égalité, sur celle-ci, nous avons lancé des grandes théories, on l'a beaucoup défendue, mais sur quoi on n'a jamais parlé ou pensé, c'est la fraternité. Et qui est l'autre pilier sans fraternité, la liberté et l'égalité. En quoi cela consiste? Et pour moi, la valeur de l'œuvre et de ce qui est écrit ou fait, modestement, je crois que d'une part, cela contient votre vérité intime, mais aussi ça dépend de la fraternité, du fait que cela puisse résonner d'une certaine manière chez les lecteurs. Et je crois aussi qu'il y a une leçon d'éthique, et je reviens à cette phrase que chacun fasse son métier. Ce matin, un réalisateur nous a parlé d'un projet de 100 acacias, 100 hectares d'acacias sur un territoire désertique que lui et sa famille essayent de sauver ces 100 hectares d'acacias. Et la raison donc de devoir cultiver notre jardin, comme il disait Voltaire, avec nos 5 sens, de même que nous mettons les 5 sens sur ce que nous écrivons. Il m'est arrivé, étant jeune, que j'ai mis beaucoup plus les 5 sens sur ce que j'écrivais et beaucoup moins sur ma relation avec le monde extérieur. C'est pourquoi j'ai été très conscient et patient et même courtois, n'est-ce pas, avec mon propre travail et, par exemple, avec d'autres personnes très proches à moi, je n'ai pas eu cela. Parce que pourquoi j'avais la justification que l'amour à la littérature, ce n'est pas vrai pourtant. Je ne crois pas que l'amour à la littérature justifie rien du tout. Cette idée du génie, n'est-ce pas? Non, non, du tout. Et c'est pourquoi je partage pleinement ce que tu as dit. Ce que nous pouvons faire, c'est ceci, au concret. Et nous avons l'espoir de pouvoir trouver d'autres personnes qui puissent s'y reconnaître, de même que nous-mêmes, nous nous reconnaissons sur ce qui est fait par d'autres, mais en même temps, dans ma propre vie, hormis mon travail comme écrivain, se trouve aussi l'autre partie de vivre dignement, d'essayer de vivre dignement, comme je dis bien, dans le sens bouddhiste, c'est-à-dire de faire le moins de mal possible à quiconque, de ne pas blesser, et que les personnes qui soient près de moi, eh bien, je ne sois pas, disons, la cause de leur souffrance.
Cela me semble sur le fait qu'on puisse se compromettre politiquement, les questions civiques ou civiles, c'est une autre question. Mais moi, je crois qu'il y a ces deux choses, l'éthique de la page, n'est-ce pas, et l'éthique du quotidien, pour moi, c'est quelque chose qui va ensemble. Pour moi aussi, et je pensais aussi de quelque chose que nous partageons. Cette idée de l'été invincible, cette idée que nous partageons avec Camus, je pense que tout écrivain, ou je me sens en tant que tel, donc cet enfant apporte en lui-même cet enfant, cette fille qu'on a pu être. Et le sentiment, c'est que l'on peut tout réécrire. Je trouve chez Camus ce sentiment. Et moi, en fait, ça peut être tel que je les pense. Je peux récupérer des espaces et je peux donner un sens propre. Je ne sais pas si meilleur ou pas, mais en fait un sens qui quelque part en fait essaye ne fasse pas du mal aux gens. Et l'humanisme de Camus que je partage, je crois que cette idée humaniste, pour moi il est humaniste, vient de là. C'est-à-dire ce que je peux faire est uniquement offrir un sentiment d'être humain qui existe. C'est la seule chose que je peux faire avec mes écrits et qui existe. Car au milieu de ce brouillard et de la haine, la peur, parce qu'on essaie d'être contrôlé, parce qu'il y a ce qui est derrière, cette idée de soumission, et qui me paraît terrible par rapport à ce qui vient plus tard, c'est que les jeunes vont vivre, qui peut-être n'auront pas le temps de réfléchir ou l'espace pour réfléchir. En fait, notre attention est si réclamée que le fait de pouvoir s'arrêter à réfléchir me fait peur. Nous qui avons l'habitude de lire, de réfléchir, de penser, nous ne pouvons même pas le faire. Je me demande, les jeunes qui sont déjà nés dans ce monde multitâche où ils ne sentent pas le besoin de s'arrêter, je ne sais pas ce qui va pouvoir leur arriver. Mais je crois que l'invincibilité que tu sens en tant qu'écrivain, elle est non seulement nécessaire, mais elle est inévitable. Tu as le sentiment que j'écris, je peux ordonner les choses pour moi, car tu ordonnes pour toi, et tu penses que tout cela peut servir. On a une idée de servir et des gratitudes aussi. Dans les cahiers, on retrouve la capacité de pouvoir profiter de la vie, de cet été. Alors tu vois que au milieu de friction, au milieu, cet homme va en Italie et quelque part profite de boire, de manger et de se retrouver assis à une terrasse. Il nous dit, je ne demande qu'une chose et je la demande d'une manière vraiment humble et je la réclame avec l'idée que c'est difficile que cette demande me soit octroyée et c'est d'être élu. Donc je crois que cette affection à la littérature comme moteur, cette souhait de littérature vient aussi de la résistance à ce que tu racontes. Je crois que de plus en plus, et surtout parmi les jeunes, il va y avoir une résistance et une dissidence qui va surgir face à cette quantité, cette saleté. Je ne suis pas en guerre, car être en guerre, ou le progrès, je ne me heurte pas, je ne me relève pas, je ne me rebelle pas. Je me rebelle plutôt contre un système de production, des dominations qui amènent ou qui nous introduit à l'idée que l'être humain ne peut pas être autrement. J'ai donc un livre électronique où je lis les livres de Fleming, James Bond, des livres que personne lit actuellement, mais ce sont des livres très bien écrits où il y a beaucoup de cynisme et avec une débargande commerciale extraordinaire, car ce sont James Bond est comme la masculinité, le niveau le plus élevé de masculinité que l'on puisse se retrouver. Ce sont des romans que moi je les lisais car je cherchais pour une chose que j'écrivais à cette époque-là. Je les ai achetés, je suis en train de me justifier. Tu te rends compte? Donc oui, mais c'est des romans qui ont bien écrit, des livres qui ont été bien écrits. Donc Amazon
Amazon vient de modifier tous ces livres, oui. Alors, dans mon Kindle, alors, ont été censurés pour enlever certains termes, certaines offenses. Moi, je sais qui était Ian Fleming, je sais qu'il était machiste, je sais qu'il était raciste. Alors, je le sais, je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise, mais j'ai la capacité mentale nécessaire pour lire cela. On parlait de Montaigne. Il y a cette image extraordinaire du tableau de Holbein, d'Erasmus, en lisant, qui lit. Et cela est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de lire tout seul. Ça, la médiation de l'Église, du clergé, il est tout seul. Alors c'est monsieur-là qui rentre là, qui s'implique là. Et nous, on leur fait cadeau de notre intimité en étant très généreux. Donc, nous faisons cadeau de nos données les plus intimes pour que ce monsieur soit de plus en plus riche et puisse continuer à nous dominer. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de gens vont commencer à montrer une résistance. Non, nous ne souhaitons pas être dominés par ceci. Nous ne voulons pas être soumis. Et lire pendant un certain temps, écrire pendant un certain temps, nécessite d'une solitude qui est sacrée. Je n'ai pas besoin de partager ma vie en continu. Je vais être seule. Alors, et ça, c'est un peu... Tu te révoltes contre cela et en plus il faut que tu le fasses sans aucun complexe, sans avoir mauvaise conscience et sans te demander que peut-être je deviens obsolète, car le piège est que nous sommes seuls. Tu as le sentiment que tu es seul, que tu interagis et toujours avec quelqu'un qui n'est pas présent. Donc c'est un piège qui est un piège pervers. C'est un réseau que tu ne vois pas. Tu es seul, mais tu n'es jamais seul parce que tu te demandes toujours comment produire, comment rester en contact avec les autres. Donc, c'est une double perversion. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ce qui va arriver, c'est une lutte radicale contre ce système-là. Et tout ce que nous avons accepté, comme le téléphone, comme étant un cerveau externe qui nous accompagne, alors je crois qu'il y a d'autres générations qui vont se heurter à cela et qui ne vont pas vouloir savoir avec cela. Je me rappelle, j'étais à New York il y a déjà longtemps, quand ici, cette réalité n'était pas généralisée. Donc j'allais dans un bar, Starbucks, et alors je me mettais à écrire avec un cahier ou à lire un livre. Et je me disais, je suis anachronique. Alors, je me disais, je suis là comme un idiot, j'écris avec un crayon, dans un cahier, je lis un livre. Alors cet anachronisme me rend très heureux aujourd'hui, car parfois il y a des choses qui semblent anachroniques, car appartiennent au passé, mais qui appartiennent aussi au futur. Le vélo, par exemple, ou les trams, par exemple. Alors, quand la voiture est arrivée, le tram était quelque chose qui faisait partie du passé, le vélo faisait partie du monde des pauvres, et maintenant c'est l'avenir. Donc c'était anachronique car cela appartenait à l'avenir. Avec cette idée, on reste et je crois on a 10 minutes, donc on peut ouvrir le micro à la salle si quelqu'un souhaite rebondir, si quelqu'un souhaite dire quelque chose. Je crois que c'est le moment. On ne vous voit pas. On ne nous voit pas. Donc, attendez un tout petit moment. On a besoin du micro. Bon, avant tout, vous remercier de votre compréhension, votre humanité. C'est vraiment un plaisir de vous écouter. Et avec toutes ces questions qui se posent sur l'intelligence artificielle, sur ces jeunes, il y a beaucoup de gens qui sont en dehors du réseau et ce ne sont pas uniquement les jeunes. Il y a des plus âgés qui sont complètement accros des réseaux. Donc, il ne faut pas mettre
mettre l'accent sur les jeunes. À côté de cela, je crois que nous continuons à tourner autour de l'intelligence artificielle, un aspect qui fait peur. Mais quand on regarde les sourds, quand les malentendants, on retrouve que parmi ces outils, en fait, nous donnent des issues. Et j'ai lu un article qui disait que les jeunes ne pourront plus s'expliquer car quelque part ils apprennent et ils font les choses avec du GPT. Tu ne peux pas prendre quelque chose qui a été écrit et de le prendre content. Tu as besoin d'un critère. Donc il faut faire confiance. Je crois qu'il y a beaucoup de choses positives. Ma grand-mère ne lisait pas de livres, ma mère non plus. Il y a des gens de plus de 60 ans qui ne sont pas allés à l'université ou qui n'ont pas lu de livres. Alors actuellement, on lit énormément. On lit peut-être des bêtises, mais avant aussi, il y avait beaucoup de livres importants qui n'étaient pas importants. Je me rappelle d'un article qui c'était les prix de la littérature. Et là, tu nous disais que les jeunes, et je ne sais pas, je ne suis pas aussi jeune, mais à l'époque, j'étais jeune. Ça fait longtemps de cet article. Tu nous disais que beaucoup de livres qui étaient ennuyeux et que l'on devait lire, en fait, si on devait les lire actuellement, donc on arrêterait de les lire. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet article. Je te fais confiance, je ne me rappelle pas. Donc tu disais qu'on ne les lirait pas actuellement. Donc quelque part, il faut garder une vision positive, car à un moment donné, on nous coupe le courant et on revient en arrière. Alors, de ce côté-là, on peut garder le calme. C'est pour cela qu'au début, j'ai insisté, je vous ai dit qu'il ne s'agit pas de s'opposer à la technologie. Il s'agit plutôt de dire qui commande et à qui profite. Par Internet, tu peux regarder ton horoscope ou tu peux regarder quelque chose sur la physique quantique. Et les trains nous permettent vraiment de nous déplacer ou pour amener des gens sur les camps de concentration. C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie. Et encore une chose avec laquelle je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est la négation. La négation donc de ce poids qui fait partie de nos générations. Cette idée de se dire que ce qui arrive plus tard sont pires. Non, et pourquoi? Laura appartient à une génération, donc elle fait partie de la génération de mes enfants. Elle lit, elle est passionnée, elle lit. Alors, elle n'est pas moins que moi ou plus que moi, ou d'autres qui appartiennent à ma génération. Mais quand tu vas signer des livres, tu fais une statistique, donc tu regardes et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de lecteurs âgés, surtout des femmes, mais il y a beaucoup de gens qui lisent. Alors, il y aura toujours, ce matin, un des participants nous disait que dans son pays, il y avait un niveau d'illettrisme qui était important. Nous, quand l'illettrisme était courant chez nous, on ne pouvait pas dire que l'on lisait. Moi, j'ai d'anciens collègues de l'université qui disent « Tu te rappelles, nous lisions ». Et je dis « Non, mais qu'est-ce qu'on lisait ?» Il y en avait certains qui lisaient et peut-être qu'il aurait mieux d'éviter de lire certaines choses, car on lisait des choses horribles, de toutes les théoriciens du marxisme qui étaient trop lourds, qui étaient une bêtise de lire. On avait des Excel illustrés parce qu'en fait, on les portait toujours sur les selles. Alors oui, alors ce pessimisme m'insurgite. Je suis d'accord avec toi, avec Antonio. Je crois qu'on lit plus que jamais. Il faut savoir que nous venons d'une dictature. Nous venons d'une dictature des 40 ans qui a tout éteint, car les dictatures éteignent tout. Ma grand-mère ne lisait pas, n'a pas appris à lire. Ma mère a appris, mais elle ne lit pas, car elle n'a pas l'habitude. Et donc, regardez-moi, moi je suis allée à l'université, j'ai écrit, j'ai lu,
dit, j'ai le sentiment que tout augmente. Et mon sentiment est totalement optimiste. C'est vrai que le pays se réveille, est en train de se réveiller depuis longtemps. Et je connais des gens qui viennent plus tard. Et la plupart des artistes ont des téléphones qui ne sont pas des smartphones. Et il me dit, non, moi, il faut que tu m'appelles car on perd énormément avec les smartphones. Donc, je me dis, vous avez tout compris. Donc, je les vois comme c'est une autre pièce qui va nous amener ailleurs. C'est pour cela que cette incertitude, ce mauvais être, elle nous empêche d'avoir la gaieté dont on a besoin. Entendre dire tout va mal, il y a un film qui est à Atlantic City USA et donc Burt Lancaster qui est un gangster et qui est toujours en train d'expliquer à Susan Sarandon qui est plus jeune, donc lui expliquer le monde, comment est-ce que le monde était bon dans le passé. Et donc ils se promènent par la promenade, ils disent plus rien. Et alors Burt Lancaster dit, tu aurais dû voir l'océan en 1940. Et alors ça, c'était l'océan en 1940. Tu aurais dû voir cette mer en 1940. Alors on court le risque. Tu ne sais pas ce que c'était l'Atlantique dans ma jeunesse. Alors il y a encore une autre question, pardon. Oui, bonjour. Oui, là. D'accord. Alors, j'attendais cette intervention et j'ai beaucoup aimé. Pourtant, on est au moment de la sieste. Mais bon, oui, on a du mérite. Il faut qu'ils nous reconnaissent le mérite de pouvoir s'exprimer après la sieste. Alors, moi, je voulais vous dire, je sais que quand un écrivain écrit et qu'il met tout ce qu'il met sur le papier, mais je crois que dans un livre, quand on finit le livre, quand on fait un livre comme étant un tableau que l'on accroche au mur, cette œuvre ne vous appartient plus. Oui, effectivement, il ne nous appartient plus. Il y a une partie qui n'est plus à vous et qui appartient à celui qui le lit. Donc, celui qui va le lire va l'interpréter. Oui, mais c'est un peu ce que je reviens à, c'est que Antonio vient de dire, le livre t'a communiqué des choses que tu ne connaissais même pas. Donc, à partir du moment qu'il s'agit de quelque chose qui devient autonome et fonctionne, même va te libérer d'un poids. C'est une thérapie, effectivement, mais va t'interpeller aussi. Pour mon dernier livre, c'est un livre qui m'a occupé pendant 5 ans, où il y a toute une grosse partie de ma vie. Apparemment, c'est un livre amusant, c'est un livre, mais il y a une grosse partie de moi. Et j'ai mis un an à me récupérer. J'ai mis un an à intégrer ce que le livre a pu me raconter. Et c'est vrai que ce livre-là, je le regarde avec beaucoup de respect. C'est quelque chose que les autres vont interpréter, mais que moi-même je vais interpréter. Alors il faut que j'interprète petit à petit. J'ai mis longtemps à revenir à l'écriture, car cela te paralyse. Je ne sais pas si tu l'as vécu, mais ces livres-là t'arrêtent physiquement. C'est comme quelqu'un qui t'a abandonné, qui t'a quitté. Oui, il y a une partie de toi-même qui t'a quitté. Et cette idée de la non-appartenance qui est une très bonne idée pour n'être plus égocentrique. Alors tu te dis que quelque part tu as eu la chance de pouvoir le faire. Tu deviens un milieu, un moyen. Et après, avec le temps, tu verras quand tu écris tes livres, au bout d'un certain temps, et le livre s'éloigne de toi, parce que toi, tu changes. Il y a 40 ans, j'ai publié il y a 40 ans que j'ai publié mon premier livre. Il y a 40 ans, j'étais d'autres personnes, tout autre. Alors, je ne les regarde pas, tous ces livres-là, car j'ai un peu honte. Et parce que parfois, quand je vois, je n'aime pas ce que je retrouve, je n'aime pas ce que je relis. Mais quand je vois quelqu'un qui vient avec le livre, un jeune qui vient, quelqu'un qui n'était pas né au moment où j'écris, où je publiais ce livre-là, donc cela m'apaise, car les failles, en fait,
Homer est mort. Donc, avec le temps, tu ne vois que des erreurs. Mais je me rends compte que ce n'est plus à moi. Ce livre-là n'est plus à moi. Et ce livre-là est à celui qui vient avec. Et je ne me sens pas avec la légitimité nécessaire pour lui dire, écoute, ne lis pas celui-ci, choisis un autre livre, parce que tu ne sais pas, l'auteur ne sait pas le poids que ce livre-là peut avoir ou l'importance que ce livre-là va avoir pour cette personne. Bien, merci des interventions réalisées. On parle ici de la peur, de la haine, des sentiments et des attitudes face à la vie que l'on doit vivre. Moi, je crois que c'est très important ce que vous avez dit, telle la remise de notre intimité aux grandes corporations, aux réseaux sociaux. Vous avez également abordé les questions de l'intelligence artificielle, etc. Et toute cette remise qui contribue à l'individualisation et à la perte du sens collectif, depuis votre position, quel espace, pensez-vous, reste-t-il pour l'éthique? Moi, je crois qu'il y a une fausse collectivité du je, du moi. Et l'espace pour l'éthique est nul, n'existe pas, parce que je crois que cela passe au-dessus de l'idée du moi à n'importe quoi. C'est très difficile de trouver un espace pour l'éthique, et surtout parce que c'est un monde très capitaliste que nous-mêmes nous avons produit. Moi-même, quand je faisais des études de journalisme, on nous disait que dans la publicité, quand quelque chose est de gratuit, c'est vous le produit. Et je crois que nous avons cela à présent. À l'Instagram, vous avez donc tout gratuit. Vous-même, vous générez vous-même le contenu que ces personnes leur permet, le trafic de plus de personnes, et cela implique tout l'argent qu'ils gagnent. Et c'est donc une addition de produits où l'éthique, c'est l'éthique du capitalisme. Je suis au-dessus de toi, et surtout en fonction des likes et des personnes qui vous suivent, et donc une férocité qui... Et bien sûr qu'il faudrait avoir une manière de contrôler cela, mais je crois qu'il n'y a aucune éthique au-delà de celle que l'on peut avoir avec soi-même et qui n'est pas perçue directement, parce que ce sont les règles du système. La seule éthique possible, c'est les règles du système. Si le système vous permet d'insulter autrui, jusqu'à quel point il permet, c'est le système qui vous permet de qu'est-ce que c'est qu'une insulte et ce qui ne l'est pas. Donc, il n'y a pas d'éthique. Et quand je parlais de l'enracinement de Simone Veil, elle commençait à parler et dire qu'on parlait beaucoup des droits de l'homme. Et le livre parle d'un catalogue de devoirs à l'égard des autres. Elle disait l'éthique de la fraternité implique cette notion des devoirs à l'égard d'autres personnes. Et le système dans lequel nous vivons actuellement, vous êtes non pas un citoyen, mais un client. Et en plus, un client pour lequel on efface les pistes de l'exploitation ou de l'abus que implique le produit que vous recevez de manière instantanée. Et moi, j'observe que quand vous voyez des gens qui partagent, qui distribuent des aliments, n'est-ce pas? Normalement, ce sont des émigrants, des Colombiens ou des Africains. Une société moderne, tout ce qu'elle peut offrir aux jeunes, c'est ça, ce type de boulot. C'est quelqu'un qui, en plus, sont constamment poursuivis. Donc, la monstruosité du client qui, à 2 heures du matin, demande un dîner. Mais mon couillon, prends 2 œufs et fais-toi une omelette. Donc, il doit arriver immédiatement chez lui avec ce repas. Et sinon, il lui met une petite étoile où personne ne va l'expulser. C'est l'algorithme, c'est-à-dire dans les magasins de Amazon aux États-Unis, dans les endroits post-industriels des États-Unis, où travaillent des personnes âgées de plus de 60 ans. Beaucoup de ces travailleurs ont des langes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller aux toilettes. Et si on les jette, mais personne ne va les jeter à la porte, parce que comme ils sont quantifiés, tous les mouvements de manière permanente, il arrive un moment où l'algorithme
Si effectivement il ne ressent pas certaines constantes, il est licencié. Et quand vous achetez un portable et qu'au bout de 2 mois vous le jetez, eh bien imaginez les mines de coltan et de cobalt du Congo, de cette République du Congo dans lesquelles le cobalt est obtenu grâce à l'esclavage d'enfants, garçons et filles. Eh bien, ce matin, on parlait de cela et il nous faudra bien regarder aussi cela, n'est-ce pas? Ce t-shirt que vous venez d'acheter qui vous a coûté pour ainsi dire rien a empoisonné un ruisseau à Bangladesh. Alors que te dire, le monde est ainsi. Donc, quel espace y a-t-il pour l'éthique? Eh bien, d'essayer, je dis bien d'essayer d'avoir une attitude avec la plus grande dignité dans le monde actuel. Il ne nous reste plus que cela. La plupart d'entre nous, nous sommes des lecteurs, que nous aimons beaucoup les livres. Et moi, je dis quelque chose. Dans les bibliothèques actuellement, les bibliothèques sont pleines de livres. Et nous qui aimons beaucoup, eh bien, c'est très bien de ne pas les acheter. Mais pour vous, les écrivains, les bibliothèques, c'est quelque chose de bon ou de mauvais pour vous? Écoutez, ça c'est très intéressant. Ce livre de Camus, je l'ai acheté dans une bibliothèque, vous voyez, ou je l'ai pris, pardon, dans une bibliothèque. Ben, moi, chez moi, il n'y avait pas de livre parce que mes parents ne lisaient pas et puis il n'y avait pas de budget pour cela. Et pour moi, la bibliothèque a sauvé ma vie. J'adore les bibliothèques et n'importe qui souhaite me lire, je lui dis toujours, mais allez dans une bibliothèque, ne l'achetez pas. Pour moi, c'est toujours une vertu que ces bibliothèques, ce sont des lieux de découverte, des refuges, des maisons. Là se trouve tout, donc le sentiment, c'est que vous êtes accueillis comme une librairie. Les bibliothèques aussi, attention, achètent les livres. C'est pourquoi je crois que le cœur de la littérature, c'est l'école publique et la bibliothèque publique aussi. Moi, quand j'avais 11 ans, chez moi, il n'y avait pas de livre non plus. Et on m'avait dit qu'il y avait un endroit où je pouvais prendre le livre que vous... Et c'était quelque chose d'incroyable. J'y croyais même pas. Tous, ils disaient oui, oui, comme un buffet libre. Non, non, vous pouvez y aller à votre guise. Et on ne pouvait même pas croire que cela était possible. Et en plus, gratuit pour tout le monde. C'était une leçon si importante, n'est-ce pas, de partage. Je me rappelle quand mes enfants étaient petits, j'ai été les inscrire à la bibliothèque du quartier et j'avais de la difficulté à expliquer cela parce que très souvent, des choses qui sont nobles sont difficiles à expliquer. Je disais, non, ce livre est à toi, oui, mais tu ne vas pas l'emporter avec toi et ne pas faire attention parce qu'après, il faut le rendre pour qu'un autre enfant puisse le lire. Et la question, l'enfant d'arriver à la bibliothèque avec son carnet, c'était énorme. Tout ce qu'il peut découvrir par lui-même, c'est une école de citoyenneté. Je te donne ceci, c'est à toi, mais tu dois ensuite le rendre dans les mêmes conditions. C'est l'antithèse de tout ce que nous parlons. C'est à moi seul. Non, 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 c'est à moi, oui, mais c'est de l'autre et de l'autre et de l'autre. Absolument. Non, on ne vous entend pas si loin, monsieur, sans micro. Oui, en premier lieu, lors du confinement, les personnes lisaient davantage. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un confinement ici 1 mois après ce rythme frénétique que nous vivons? Non, c'est de toute façon grand merci par ces voix intellectuelles avec des personnes qui parlent et c'est pas facile de voir des gens qui parlent. D'ailleurs, à l'intérieur de ce cadre, ni peur ni haine, un fait, vous avez parlé de Nietzsche, 60% des gaz à effet de serre sont produits par le 10% des plus riches de l'humanité. Mais, et on pourrait s'inclure, mais la donnée importante, c'est que 1% de ceux qui nous exploitent, comme vous disiez, polluent le 50% de la planète. Essayons de pouvoir rire quelque peu aussi de cela non plus. C'est terrible. Oui, il y a un type d'information qui me fascine, qui est celui des super yachts. C'est quelque chose d'incroyable, ces yachts énormes. Et j'avais lu, effectivement, que uniquement ces grands vaisseaux, et je ne sais pas combien il y en a dans le monde, il ne peut pas y en avoir beaucoup, mais ceux-ci, si on les met ensemble, leur empreinte de carbone est bien plus importante
que beaucoup de pays. Et une fois, j'avais écrit un article sur le super yacht de cette personne auquel on contribue tous, ce monsieur de Jeff, donc de Amazon. Il avait commandé un yacht dans un chantier naval de Rotterdam, mais il était si grand que quand il a voulu sortir, il n'a pas pu sortir, car à Rotterdam, il y a un pont, et il parlait alors d'ôter le pont pour que ce bateau puisse passer. Et je me suis dit, au moins, un robinet de ce palais flottant a été payé par moi, certainement. Absolument. Oui, excusez-nous, madame, on peut pas... Il nous faut un micro, s'il vous plaît. Bon, moi, humblement, j'ai contribué au moins à un robinet ou à une vis, je suis sûr, par mes achats. Je me condamne. Bien, merci beaucoup à vous tous. Grand merci. Muchas gracias a los dos realmente por, Grand merci à tous deux. bueno, por vuestra humanidad y por Et darnos esa merci de votre conciencia, ¿no? humanité et de nous donner de la- cette de esa- conscience la necesidad de esa de ce libertad. besoin de liberté Muchas gracias a los dos, intime. de verdad. Grand merci. Vamos a preparar la Nous allons siguiente préparer à présent conversación. la prochaine conversation.